Il nous reste 2 présentations flash, ça tombe bien à écouter. D'abord avec Khadidiatou Demba qui va pouvoir venir sur scène. Vous êtes donc doctorante et vous planchez sur les déterminants génétiques de la vigueur du colza conduit dans des conditions agroécologiques. Votre thèse, elle est soutenue par la chaire Semences durables de la Fondation de l'Institut Agro. On va vous tendre un micro et on vous écoute. Bonjour, du coup, c'est Khadidiatou Demba. Je suis doctorante en début de 3e année de thèse. Donc là, on aura le moment de parler d'un poster que je vous propose sur une partie de ma thèse, sur l'identification des déterminants génétiques de la vigueur germinative chez le colza en conditions limitantes en eau. Donc, pour vous donner quelques éléments de contexte, comme on le sait bien, l'un des principaux problèmes chez le colza, c'est un problème d'implantation qui est lié à plusieurs facteurs, notamment la sécheresse au moment du semis du colza. Donc, l'objectif, c'est d'essayer de démêler l'architecture génétique de la vigueur germinative chez le colza en conditions de stress hydrique. Et pour qui se demande c'est quoi la vigueur germinative, donc c'est la capacité de la plante à avoir une germination élevée, rapide et homogène et de produire des plantules normales dans une large gamme de conditions agropédoclimatiques plutôt. Pour cela, je travaille sur un panel de 192 génotypes constitués de colza divers, de printemps et d'asiatiques. La germination de ce panel a été suivie pendant 120 heures sur une plateforme de phénotypage automatique du GVES, donc phénotique. On a utilisé une solution de PSG 8000 pour induire un potentiel hydrique de moins 0,5 mégapascal pour un peu mimer le stress hydrique. Et ensuite, une chinoise a été réalisée pour identifier ces régions QTL. Donc, pour les traits qui ont été phénotypés, nous avons globalement 2 types de traits. Donc, des traits liés à la capacité germinative, comme le taux de germination, ou encore l'air sur la courbe qui mesure la performance globale de germination d'un génotype. Et on a également des traits de vitesse de germination, par exemple comme le temps d'avoir 50% ou 20% de germination. Pour les résultats clés, donc ce que j'ai fait en premier, c'est de regarder le profil phénotypique de mes 3 clusters, donc les Asiates, les hivers et les printemps. Donc à gauche, vous avez le profil idéal de vigueur germinative qu'on cherche, donc un génotype qui a une forte valeur des traits liés à la capacité germinative, donc comme le taux de germination, mais des valeurs faibles pour des traits liés à la vitesse de germination, parce qu'on cherche quand même des génotypes qui germent bien. Donc, si on se base sur ce profil idéal, on voit que les hivers, donc en mauve, en violet, ils ont globalement une bonne performance de germination, donc ils ont un bon taux de germination, mais des valeurs de vitesse de germination faibles. Mais on pourrait les améliorer comme des traits, comme le taux de germination à 36 heures, qui est un indice précoce de la vigueur, le temps de première germination ou encore l'uniformité. Par contre, si on regarde les Asiatiques, eux, ils ont un profil intermédiaire de capacité germinative, mais avec un beau taux de germination à 36 heures, ce qu'on ne retrouvait pas chez les hivers. Donc, ils pourront représenter une source pour améliorer ce trait chez les hivers. Et finalement, pour les génotypes de printemps en bleu, eux, par contre, ils ont une faible capacité germinative et ils prennent beaucoup plus de temps à germer. Par contre, ils ont une bonne uniformité de germination, donc leur germination est synchrone. Donc, et ce caractère, on ne le retrouvait pas chez les hivers. Du point de vue génétique, donc ce circos, il représente tous les QTL que j'ai détectés et qui sont liés à la vigueur germinative. Donc là, j'ai pu identifier 53 QTL liés à la vigueur germinative en conditions de stress. Donc, ce qui souligne le caractère polygénique de la vigueur germinative. Ce n'était pas une surprise, par contre.
Donc là, sur le circose en vert, nous avons des QTL qui sont liés à des traits de capacité germinative et en rouge, des traits, des QTL liés aux traits de vitesse de germination. Donc là, je vous ai mis en gras le taux de germination à 36 heures. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un trait qu'on pourrait améliorer chez les hivers et qui représente un indice de vigueur précoce. Donc pour ce trait, j'ai regardé les stacking parce que j'ai 11 QTL qui contrôlent ce trait. Donc j'ai regardé est-ce que les stacking de ces allèles favorables marchaient bien. Et également la distribution de ces allèles favorables au sein de mes différents clusters. Et ce qui est intéressant, il y a des allèles favorables qui sont clusters dépendants et qui pourront nous permettre d'améliorer ce trait chez les hivers. Donc on aura le temps d'en discuter si vous avez des questions après. Donc voilà le poster que je vous présenterai. Merci Kadi Diatou Demba. Bon, c'est un sacré défi de présenter des travaux de thèse en un temps aussi ramassé. Bravo. La seconde présentation flash. Alors oui, on peut retrouver ce travail sous forme de poster dans l'endroit où va se dérouler le cocktail dînatoire qui va suivre. Puis n'hésitez pas, pourquoi pas aller la solliciter pour en savoir plus sur son travail. La seconde présentation flash, c'est celle d'un étudiant en 2e année de master, Mikhail Beloglassov. Vous venez de l'Institut Agro de Montpellier, si je ne me trompe pas, et votre stage qui a été soutenu par la chaire porte sur le reflet de la génétique des interactions plantes-plantes dans les spectres lumineux, et vous allez l'expliquer évidemment bien mieux que je ne le ferai, alors je vous laisse la parole. Bonjour à tous. Bon, j'avoue que je pensais que je présentais cet après-midi. Donc oui, comme ça a été dit en introduction, moi j'ai travaillé sur les interactions plantes-plantes. Donc je crains d'enfoncer des portes grandes ouvertes en vous parlant d'avantages liés à la culture de légumineuses en association avec des céréales, enfin dans l'autre sens. Donc moi, mon sujet de stage s'est appuyé sur le projet Bébé Soukoul, blé dur bio sous couvert de luzerne, qui s'est donc intéressé aux avantages de cultiver du blé dur en simultané avec de la luzerne. Donc ce projet, il était structuré en 3 volets, un volet agronomique, un volet plutôt sur le phénotypage et un dernier volet plutôt génétique. Alors mon sujet s'est articulé autour de ces 2 derniers volets. Donc pour moi, c'est important d'introduire quand même un peu le concept génétique sur lequel j'ai travaillé. Donc prenons un blé dur tout seul, de génotype A. Lorsqu'il est cultivé en pur, on peut se dire par exemple qu'il fait 1 thal en moyenne. Mais par contre, lorsqu'on le met en présence d'une luzerne, donc par exemple luzerne génotype B1, il va avoir tendance à faire 1 thal de moins par rapport à la culture pure. Et si on le met en présence de la luzerne B2, et bien là, il fera 1 thal de plus, donc 2 thals, au lieu d'en faire qu'un seul. Le fait de dire, quand je suis tout seul, je fais 1 seul thal, c'est ce que dans mon travail, j'ai appelé la DGE. Donc c'est un concept qui a été au départ imaginé par Griffin dans les années 60. Et donc, de l'autre côté, lorsqu'on parle d'un effet plus 1 thal ou moins 1 thal, selon le génotype de la luzerne présente à côté, et bien là, on va parler d'IGE, un effet génétique indirect. Et donc, le trait de thalage serait donc une combinaison de l'effet direct donc du génotype de l'individu avec les effets indirects qui viennent des génotypes des voisins. Donc bien sûr, ces effets sont réciproques entre le blé et la luzerne. On peut imaginer des effets du blé sur la luzerne et aussi de blé sur blé ou de luzerne sur luzerne. Maintenant, vous pouvez assez facilement imaginer que pour beaucoup de traits, c'est quelque chose d'assez fastidieux que d'étudier les effets génétiques, puisque ça peut être des traits assez fins à étudier. Je vous laisse imaginer le temps que ça prend de compter les tals sur des jeunes plantes de blé au milieu de luzerne, quelque chose que j'ai fait pendant un certain temps durant mon stage. Et donc c'est ici qu'intervient l'idée des spectres. Donc pour petit rappel, l'ANIRS, l'idée de la mesure, c'est de récupérer la lumière réfléchie par un échantillon dans la gamme des longueurs d'onde dans le proche infrarouge.
Et donc pour nous, dans le cadre de mon travail, ça a été l'intérêt de cette technique, ça a été de dire que c'est un outil de screening qui est assez haut débit, qui est relativement peu pénible à mettre en place en termes de phénotypage, et qui donc nous permet, comme perspective, ça permettrait d'éviter des opérations de phénotypage lourdes si on arrive à en tirer quelque chose vis-à-vis des effets génétiques. Donc mon travail s'est structuré autour de deux grandes questions. Une première, c'était la question de la modélisation statistique et aussi expérimentale. Donc quel dispositif expérimental utiliser pour étudier ces contextes-là. Puis, dans un second temps, voir est-ce que la variation des spectres lumineux est influencée par les effets de voisinage. Donc le dispositif que nous avons étudié, il est composé de 12 bacs semés en blé et en luzerne en ligne alternée. Et donc nous avions 181 lignées de blé qui ont été développées au sein de l'équipe G2POP à l'UMR Agap de l'INRA de Montpellier. Et pour les luzernes, nous avions 106 familles qui ont été développées par l'URP3F de Lusignan. Donc là, notre dispositif avait pour objectif d'étudier le plus grand nombre de voisinages possible. Donc un voisinage, c'est ce que vous voyez ici dans l'encadré en bas. Et donc dans tout le dispositif, chaque voisinage était unique. Donc le résultat phare, c'est celui-ci. Donc il combine en lui-même deux grands résultats. Le premier, c'est qu'on voit ici en vert que la variation des spectres est influencée par leurs voisins luzerne. Et aussi que donc, dans le temps, nous avons fait des mesures en mars, en avril et en mai, et bien dans le temps, la variation, l'influence des voisinages a l'air de changer. En tout cas, ça influe plus ou moins selon les différents stades. Et donc, à l'issue de mon travail, je tire quelques petites perspectives. Une première, c'est que, en effet, on l'a vu très rapidement, hein, et on aura l'occasion de discuter autour de mon poster qui sera aussi présent cet après-midi. C'est que on voit dans les spectres les effets d'interaction entre luzerne et blé, que potentiellement on pourrait utiliser ces spectres-là, notamment si on fait une dynamique temporelle, comme des proxys des interactions entre plantes. Enfin, si on arrive à trouver un lien, cette fois avec des traits fonctionnels, entre les spectres et les traits, eh bien, ça pourrait peut-être aussi être un outil de screening un peu plus concret. Voilà. Merci beaucoup. Merci. On reprend donc le cours de cette journée, organisée, on le redit, par la chaire Semences pour demain. On m'a d'ailleurs conseillé, si vous êtes intéressé pour avoir plus d'informations, de retrouver la chaire en ligne sur un compte LinkedIn. Et donc, désormais, nous allons écouter 2 présentations de travaux d'étudiants stagiaires, mais racontées par ceux qui les ont encadrés. On va commencer par laisser la parole à Nicolas Chêne, qui est quelque part juste devant moi, qui va pouvoir venir sur scène. Nicolas, vous êtes enseignant-chercheur à l'Institut Agro Rennes-Angers, et vous avez été le maître de stage de Charline Gavard quand elle est passée à l'Institut de recherche en horticulture et semences, situé, je crois, près d'Angers. C'est ça, à Angers, oui. Et le sujet exploré par Charline Gavard, c'était celui de la résilience des associations culturales face aux phytobactérioses. Je vous laisse la parole. Tout à fait. Donc du coup, je vais vous présenter. Bonjour. Déjà, merci à la chaire d'avoir financé ce stage et puis de me permettre aujourd'hui de présenter le contexte. Et puis je vais juste vous mettre une diapo de résultats parce qu'il y a le poster sur lequel il y a tous les résultats. Donc Charline a fait son stage chez nous à l'IRHS sur la caractérisation de souches bactériennes donc du genre Xanthomonas qui ont été isolées de symptômes de niébé au Burkina Faso. Donc je vais vous donner déjà juste quelques petits éléments de contexte. Donc l'agriculture au Burkina Faso, la première culture de rente, c'est le coton. Et les cultures vivrières, elles sont dominées par les céréales, mais la première culture de diversification légumière, c'est le niébé.
Voilà. Et après, il y a aussi de l'élevage qui est important là-bas. Et il y a quelques années, en fait, à partir environ aux alentours des années 2000, les producteurs de niébé ont fait remonter en fait l'apparition de symptômes que vous pouvez voir sur ces photos de chlorose et de nécrose jaune comme ça, qui semblent caractéristiques en fait d'une bactériose qui avait été déjà identifiée dans d'autres pays, qui serait due à une bactérie du genre Xanthomonas. Et cette maladie a eu l'impact de cette maladie s'est accru au cours des années, ce qui fait que notamment les filières semencières étaient impactées, on fait remonter au gouvernement. Et une thèse a commencé il y a déjà 4 ans en fait, donc par une thèse de doctorat de l'université Joseph Kizerbo à Ouagadougou, et qui est encadrée notamment par Issa Oni, qui est responsable notamment de la filière riz pour l'INERA au Burkina Faso. Et l'étudiant doctorant Evariste Sommet est venu en fait plusieurs mois à l'IRHS. Donc il a fait une partie de sa thèse au Burkina Faso où il a fait des études de terrain sur cette maladie. Il a isolé des plantes. Il a en fait essayé d'isoler la bactérie pour venir faire après son étude à l'IRHS à Angers. Voilà, sur des financements INRAE, Tsara, et puis une bourse de mobilité doctorale de l'ambassade. Donc très rapidement, en fait, ce qu'il a fait, notamment parmi les choses qu'il a démontrées sur le terrain, c'est que, ici vous avez... je n'ai pas de prompteur là, mais vous allez voir, donc tout à gauche, il est allé dans plus de 180 parcelles dans 6 régions du Burkina Faso pour essayer de voir l'incidence qu'avait cette maladie sur les cultures. Donc en violet tout à droite, vous avez les résultats sur le niébé en culture pure, et puis à gauche, vous avez des symptômes sur niébé, mais en association avec du maïs, du haricot, du sorgho, etc. Et on voit que selon l'association culturelle, l'incidence de la maladie peut être augmentée finalement dans le cadre de l'association avec le haricot, ou au contraire complètement diminuée, notamment avec l'association avec le maïs. Donc il a prélevé, comme je vous disais, des échantillons en champ sur plante, mais aussi sur l'eau de semences potentiellement infectées, et fait des isolements de bactéries qu'on a caractérisées, qui sont bien du Xanthomonas, mais par contre, la grosse surprise, c'est que c'était du Xanthomonas qui était identifié comme un pathogène du cotonnier, et pas comme un pathogène du niébé à la base. Donc on suppose qu'il y a eu un changement d'hôte, que les bactéries pathogènes du coton ont réussi à passer sur le niébé au Burkina Faso et infecter le niébé. Donc l'objectif du stage, sachant qu'on avait ces souches-là finalement à Angers, donc le stage de Charline, ça a été de déterminer la capacité de ces souches bactériennes, donc isolées au Burkina Faso sur niébé, à infecter à coloniser soit le coton, soit le niébé, soit le maïs, soit le haricot. D'accord. Donc je vais juste vous montrer un résultat rapide que vous avez. Ah non, c'est comme ça, voilà. Donc que vous avez ici. Donc j'ai mis les mêmes couleurs à gauche et à droite. Le cotonnier, on l'avait pas avant parce qu'il n'y a pas d'association coton niébé dans les champs au Burkina Faso. Donc tout ça, tout ce qui est à droite a été fait en conditions contrôlées, alors qu'à gauche, on est vraiment en champ. Donc là, Charline, elle a inoculé des bactéries sur cotonnier, sur haricot, sur maïs et sur niébé, et elle a regardé leur capacité de colonisation. Et ce qu'on remarque, c'est que finalement, donc, ces souches, elles infectent bien le cotonnier, vu que c'est des souches pathogènes du cotonnier. Elles infectent un peu moins bien quand même le niébé, mais elles infectent très fortement le haricot, ce qui, en fait, semble bien corrélé avec le fait qu'en champ, le haricot favorise la maladie, et à l'inverse, pousse beaucoup moins bien sur le maïs, ce qui est pareil, a un effet miroir avec ce qu'on retrouve en champ. Donc le message de ce poster, de ce travail, c'est que l'association niébé-haricot aggrave la maladie, alors que l'association niébé-maïs protège contre cette maladie. Si vous voulez voir la suite des résultats, eh bien, je vous invite à aller voir le poster. Il me semble qu'il est encore... non, il sera juste en face quand vous sortirez de la salle. Voilà. Merci. Merci Nicolas Chêne. On va laisser la place, alors peut-être juste pour les intervenants suivants, vous avez bien une petite télécommande qui vous permet de faire défiler les slides et qui normalement reste visible. On va laisser la place à Olivier Leprince, qu'on a déjà entendu en début de journée. Donc Olivier, professeur à l'Institut Agro Rennes-Angers et maître de stage
d'Aimé Coll. Cet étudiant, il a également réalisé son stage de M2 à l'Institut de recherche en horticulture et semences sur le thème de l'identification de régulateurs de dormance, si j'ai bien compris, une forme de vie ralentie, pour faire très court, et qui pourrait être induite par le stockage des graines. Je vous laisse la parole. Merci, et puis à mon tour de remercier la chaire Semences pour demain pour le financement de ce stage. Aimé n'a pas pu être présent parmi nous, c'est moi qui vais lui présenter ses résultats. Donc on en a parlé ce matin un petit peu, et puis la vigueur des semences, c'est un enjeu crucial, un facteur important pour le rendement des cultures, mais aussi pour le rendement des potagères. Donc comme vous voyez ici sur ces deux photos-là, si on vous demande d'acheter un des deux plateaux, vous voyez tout de suite lequel vous allez acheter. Et pour avoir une vigueur élevée, en fait, il faut une homogénéité, une qualité des plants. Il faut que la germination soit rapide, on l'a dit ce matin, et homogène. Donc, c'est-à-dire une absence de dormance. Généralement, ce n'est pas souvent le cas. C'est qu'on va se retrouver dans des conditions qui sont plutôt stressantes. Et là aussi, la germination doit être rapide et homogène. Et puis, le dernier facteur, c'est qu'il faut aussi une longévité des graines élevées afin de maintenir les vigueurs élevées pendant le stockage. Donc, en fait, dans notre équipe de recherche Angers, on est intéressé par comprendre les mécanismes de régulation qui sont impliqués dans la vigueur des graines et de comprendre comment la plante mère va influencer cette vigueur lorsqu'elle est soumise à des contraintes biotiques et abiotiques. Donc, je vous présente là l'ensemble de mon équipe en plein travail, parce que, en fait, je vais vous présenter d'abord des résultats d'Abdul Sattar ici, qui a démarré sa thèse, et puis après, je vous présenterai les résultats d'Aimé. En fait, donc, dans l'équipe, on travaille sur la longévité des graines, et pour pouvoir étudier la longévité des graines, on va faire ce qu'on appelle des vieillissements en conditions délétères. Donc, on va stocker les graines à 75% d'humidité relative, à 35 degrés. Et dans ces conditions-là, une graine de tomate va perdre de la germination. Donc, on a deux génotypes ici. Un génotype pour lequel vous voyez que la viabilité est maintenue pendant une soixantaine de jours et puis diminue de manière drastique. Et puis ici, pour un autre génotype, vous voyez que la perte de germination est un peu plus lente. À notre grande surprise maintenant, si pour les graines qui sont non germées ici, là on a à peine 20% de germination, c'est que si maintenant derrière on va traiter ces graines avec un traitement qui est censé lever la dormance, donc ici une imbibition au froid en présence de nitrate, on s'aperçoit que pour ce génotype ici, on a bien une perte de germination, donc les graines sont malheureusement mortes, mais pour ce génotype ici, vous voyez qu'on récupère de la germination, et donc ce qui s'est passé, c'est un phénomène assez particulier et très peu connu dans la littérature, c'est que ces conditions de stockage ont induit une dormance. Donc, cette dormance induite pendant le stockage, on a voulu savoir d'où elle venait, et donc dans la thèse d'Abdul Sattar, on a obtenu des données transcriptomiques et des analyses QTL qui nous ont permis de suggérer que la signalisation par l'acide abscisique est une hormone qui inhibe la germination était appliquée. Et donc le stage, la question qu'on a posée à Aimé, c'était est-ce que la signalisation par là-bas pendant l'imbibition était responsable de l'induction dans la dormance? Alors pour ce faire, on a pris un raccourci, on a utilisé des graines d'Arabidopsis parce qu'on pouvait avoir des mutants impliqués dans la signalisation par là-bas. Donc les trois objectifs du stage pour Aimé étaient de produire des graines d'une douzaine de mutants Arabidopsis qui sont impliqués dans la signalisation à l'acide abscisique, et puis de valider l'homozygosie pour certains d'entre eux, et puis Aimé a testé la longévité des graines, et il a regardé s'ils étaient impactés par les mutations, et de la même façon si l'induction de la dormance pendant le stockage était aussi impactée. Alors ça, c'est un petit dia qui vous résume un petit peu les voies de signalisation par là-bas. Alors pour faire très court, ce que là-bas fait, en fait, pour que là-bas inhibe la germination, donc si on part d'ici au-dessus, là-bas va inhiber la germination, il y a une série d'acteurs moléculaires qui vont intervenir. D'abord un récepteur ici, qui va enclencher des réactions chimiques via des enzymes particulières, qui vont ici au niveau du noyau induire un certain nombre de gènes qui vont inhiber la germination. Et puis là, vous avez ici, vous ne savez pas les lire, mais ça n'a aucune importance, tous les acteurs faisant partie de cette famille. Donc on avait pointé des mutants parmi ces différents acteurs, et donc on a regardé si ces mutants étaient impactés dans leur germination. Donc au départ, quand vous mettez les graines directement récoltées, on n'avait pas de différence, donc toutes les graines germent à 100%, comme le type sauvage ici en gris. Et puis on a vieilli les graines pendant 27 jours,
Et au bout de 27 jours, on a regardé si on avait des pertes de germination. Pour ces 3 mutants-là, ici, on n'a pas de différence significative avec le type sauvage. Donc ça correspond ici à des mutants à ce niveau-ci de la signalisation. Mais en revanche, vous voyez ici, pour ce gène-ci appartenant à cette famille-là et celui-ci appartenant à cette famille-là, on a des pertes de germination. Alors, est-ce que c'est dû à une dormance ou simplement les graines sont mortes? Donc là aussi, on va appliquer un traitement qui va lever la dormance des graines et voir si, ici, ce qui n'a pas germé, si ça va germer. Et là, voilà le résultat qu'on obtient, effectivement. Pour certains mutants, on voit qu'on a eu une induction de dormance. Et donc, effectivement, on a bien un effet de la mutation sur la signalisation par l'acide abscisique, qui conforte l'hypothèse qu'on avait au départ. Et donc, pour conclure, donc, on va reproduire ici l'expérience avec un autre dispositif expérimental pour lever la dormance. On va tester aussi la sensibilité à l'abat des mutants, parce que ça n'a pas été fait. Et puis, une fois qu'on aura obtenu ces résultats, on va les valoriser sous forme de publications scientifiques. Merci pour votre attention.